Mario. Oh, okay. La précision de ce tir. Ayotte à Bilodeau. Bilodeau qui est seul devant le gardien. Il va un tir et le but! Gabriel Bilodeau! Alexandre Picard! Bonsoir les jeux de la semaine! Mais quel arrêt de la part de côté quasiment bon! Le laver. La fin, le tir et le but! 3-20. De l'autre côté, oui, il est but! Et voilà! L'assurance est champion! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Vincent Drolette, des Marquis de Jonquière. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas vu également nos auditeurs. Dernier podcast, je crois que ça remonte au 26 novembre. 26 novembre, c'est quasiment un mois. C'est about time de se retrouver. Ouais, pendant ce temps-là, beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu du bon hockey également. Tu t'es-tu ennuyé de moi, Dave? Ben oui. Yes, sir. Ouais, j'espère que le monde s'ennuie de nous aussi. Là. C'était justement là, que 3 semaines, là, ça commençait à être temps. Et c'est pas mal aussi le dernier podcast avant quelques semaines, puisque là, on est le 17, ça tomberait comme le 24 et le 31 décembre. Donc, je pense que la veille du jour de l'an, le monde a d'autres choses à faire que regarder notre podcast. Nous aussi, probablement que tu vas être dans un party quelconque, mon Dave. Et, on pourrait faire le podcast, mais on serait peut-être pas à notre meilleur, mettons. Ce serait peut-être pas. C'est ça. Ça dépend à quel moment de la soirée ou de la journée que tu le pognes. Ben, le 24 et le 31 au soir, habituellement, ça peut virer rock'n'roll. Yes. Fait que ça va être un petit peu notre spécial Noël. Puis je vois justement Danny Charette qui nous a écrit Salut les boys, joyeuse fête. Donc, je t'ai dit tantôt avant le show que je voulais mettre mon ugly t-shirt, mais j'ai trop pris de poids, fait qu'il me fait plus. Puis on me voit juste comme le haut, là, ça paraît pas comme ça. C'est que j'aurais été pas confortable quand même. J'ai oublié l'idée. Toi, t'as-tu un petit article de Noël? Pourtant, c'est pendant le temps des fêtes qu'on prend du poids habituellement. Ouais, je sais. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai un petit. Il y a des flocons là-dessus. C'est pas le gros char, là, mais ça fait un petit peu temps des fêtes. Bien sûr. On pourrait peut-être te dire quelques salutations également. Jean-Paul Veilleux qui dit bonsoir à vous deux. Bonne soirée. Sean Gauthier qui dit allô. Et Jean-Paul qui dit faites-nous plus ça, les boys. Donc, on ne peut plus s'absenter. On devrait, mais à part 24 puis 31, on devrait être bon pour le restant de l'année, je pense. Après ça, on va être correct. Grosse run, là, c'est jusqu'à mi-mai. Est-ce qu'on peut y aller peut-être, Dave, avec quelques nouvelles en attendant que le monde se joigne et puis que je puisse partager quelques... Exact, ben oui. On va essayer de faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé justement là, depuis la dernière fois qu'on a eu un show là, pour ceux qui auraient manqué peut-être quelques nouvelles qui sont passées. On ne fera pas toutes les semaines de 3 étoiles, on va quand même juste faire celle-là d'aujourd'hui. Mais pour le reste, là, on va faire un petit tour d'horizon. Fait que les 3 étoiles de cette semaine, Cool FM qui est à l'honneur. Donc, première étoile, le capitaine Maxime Lacroix, la deuxième, Nathan Larose et la troisième, Étienne Monpetit, le gardien des 3L. Il faut dire que le Cool FM est toujours tout feu, tout flamme. S'il y a une chose qui n'a pas changé depuis la dernière fois qu'on a un podcast, ben, c'est que le Cool FM n'a toujours pas perdu. On est rendu à 9 victoires de suite, je pense. Mention également aux 3L, on voit Étienne Monpetit, là aussi, 5 victoires de suite pour les 3L. Donc, eux aussi, ça va bien par les temps qui courent. Si on y va rapidement, là, pourquoi ils ont été nommés les étoiles? Ben, Étienne Monpetit, grosse victoire sur la route à Jonquière samedi, 36 arrêts sur 37 tirs. Donc, grosse performance là, pour permettre aux 3L de continuer leur série de victoires. Ensuite de ça, en 2 matchs, Nathan Larose, 3 buts, une passe.
dont un but important là, en troisième période, le but égalisateur à Laval, et ainsi là, que 2 buts là, dans la victoire là, du lendemain contre le Bataillon. Maxime Lacroix, 2 buts, 4 passes, donc 6 points en 2 matchs seulement pour le capitaine du Cool FM, là, qui est rendu 2e meilleur pointeur de la Ligue. D'ailleurs, seulement là, Simon-Claude Blackburn à Jonquière. Simon-Claude Blackburn, en plus, qui... ça s'est terminé samedi là, à cause d'Étienne Montpetit notamment, là, mais qui vient tout juste de terminer une séquence de 15 matchs de suite avec au moins 1 point. Donc, quand même assez impressionnant de se rendre à 15 à ce niveau-là. Ensuite de ça, si on y va avec les joueurs du mois, parce que les joueurs du mois de novembre ont été nommés là, pendant notre absence. Donc, ça avait été là, le joueur offensif du mois, Simon-Claude Blackburn, justement, là, que je parlais là, des Marquis de Jonquière. Le joueur défensif, encore une fois, le cool, Sébastien Auger, comme quoi il n'y a pas juste l'attaque qui fonctionne à Saint-Georges. Le gardien aussi connaît du succès. Et la recrue offensive du mois, pour un 2e mois d'affilée, c'est les Éperviers de Sorel-Tracy qui ont les honneurs, mais ce n'est pas le même joueur, c'est Alexandre Fortin. Là, on se rappellera, octobre, c'était Chambouria. Donc, 2 recrues là, qui ont beaucoup de succès à Sorel-Tracy. Ensuite de ça, si on y va avec les plateaux qui ont été atteints là, pendant notre absence, donc justement, on parlait de Nathan Larose, il a atteint son 100e point en carrière dans la Ligue nord-américaine. Pour un défenseur, le faire en seulement 72 matchs, c'est quand même assez remarquable. Pas pour rien qu'il a été nommé défenseur de l'année lors des 2 dernières saisons. Petit pronostic, là, avec 21 points en 12 matchs depuis le début de celle-ci. Après moi, il est le favori pour le gagner encore cette année du côté de Nathan Larose. À Jonquière, Christian Ouellet a joué son 200e match dans la Ligue nord-américaine pendant notre absence. Et à Laval, 2 plateaux aussi là, importants. Kevin Gadouri qui a joué son 250e match et Chris Cloutier qui, samedi soir dernier à Québec, a joué son 500e match dans la Ligue nord-américaine. C'est seulement le 11e joueur de l'histoire à atteindre ce plateau-là. Donc, belle mention là, pour Chris Cloutier là, qui a roulé sa bosse. Là, on avait mentionné dans la publication là, les équipes avec qui ils avaient joué. Là, donc, avec qui il avait joué. Donc, plusieurs équipes. Je pense qu'il a fait pas mal toutes les villes, sauf Québec, Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy et Thetford Mines, mais joué pour des clubs là, de défunts là, comme Sherbrooke, Trois-Rivières, Cornwall également. Et le seul joueur aussi de l'histoire à avoir joué pour les 3 itérations des franchises de Laval dans la Ligue nord-américaine. C'est ça, je voulais dire. Il y avait beaucoup de gens, je pense, des partisans de Laval qui l'ont écrit sous la publication. Exact. Donc, François Riopel, le commentateur là, à Laval. Donc, voilà pour les plateaux. Pour les mouvements de personnel, il y a quand même plusieurs signatures d'annoncées pendant notre absence. Selon moi, celle qui a eu le plus d'impact déjà, il faut dire que Anthony Deluca à Laval a été annoncé 2 jours après notre dernier podcast. Il a eu la chance de jouer 5 matchs depuis notre dernier podcast. Il a déjà 10 points, 6 buts, 4 passes. Donc, Anthony Deluca à Laval a vraiment un impact dès son arrivée. Sinon, là, pour les autres signatures, eh bien, il y a un petit peu de muscle qui s'est rajouté à Rivière-du-Loup, le retour de Samuel Lévesque qui est annoncé, lui qui a déjà joué deux matchs, si je ne me trompe pas, et Gabira Cassorel-Tracy qui a déjà joué un match. Donc, il y a des vétérans là, de la Ligue là, qui sont là pour justement là, venir ralentir les ardeurs des adversaires. Puis à Québec, 2 grosses signatures qui ont été annoncées. Ce n'est pas encore des joueurs qui ont enfilé l'uniforme, mais ils devraient le faire prochainement. Là, il y a notamment eu un reportage là, sur un des 2 joueurs donc, qui expliquait là, la situation. Donc, Yannick Lehoux, une véritable légende du Dracard de Bécomo. Yannick Lehoux qui, à 42 ans, va faire un retour dans la Ligue nord-américaine, lui qui avait déjà joué quelques matchs avec Thetford Mines là, il y a quelques années. Donc, évidemment, c'est sûr qu'à 42 ans, ça va dépendre un peu du niveau de mise en forme, mais on a pu comprendre qu'il travaille très fort là-dessus. Mais c'est sûr que niveau talent, c'est absolument indéniable qu'un gars comme Yannick Lehoux qui rentre dans la Ligue nord-américaine, niveau talent brut, est probablement immédiatement un des 5 meilleurs joueurs de la Ligue. C'est sûr que ça va falloir
va falloir là, voir là, où est-ce qu'il va, comment est-ce qu'il va être là, justement sur la glace. Mais on parle quand même d'un joueur qui a deux saisons de plus de 100 points dans la Ligue junior majeure du Québec, justement avec le Drakkar de Bécomo. Une saison de 67 buts, une saison de 56 buts. Donc, vraiment un marqueur naturel. Un joueur qui avait un point par match dans la Ligue américaine de hockey pratiquement et qui a joué là, même avec les Coyotes de Phoenix pendant en fait, joué 10 matchs dans la Ligue nationale, mais dans deux années différentes. Puis après ça, il est allé faire là, toutes les plus grosses ligues en Europe, Ligue élite de Suède, Ligue élite suisse, la Ligue élite en Allemagne. Donc, toutes les plus grosses ligues d'Europe, pratiquement, là, il est allé jouer là-dedans. Donc, vraiment, là, une grosse acquisition. Donc, j'ai hâte de voir là, ce qu'il va pouvoir faire à Québec. Puis l'autre joueur, un joueur aussi, je pense qu'il va amener la stabilité là, en défensive. Donc, le grand défenseur de 6 pieds 6 pouces, Steven Delisle, qui s'amène à Québec. Lui qui a été repêché dans la Ligue nationale par les Flyers, par les Blue Jackets de Columbus. Un choix de 4e tour. Il a déjà joué également pour le club école des Flyers, c'est pour ça que ça m'est sorti de la bouche. Mais un grand défenseur, le format géant, qui risque là, d'apporter un petit peu de stabilité à cette brigade défensive-là, puis peut-être refroidir un petit peu les ardeurs de certains joueurs qui vont vouloir s'aventurer dans les coins ou devant le filet dans le territoire de Québec. Donc, voilà pour les signatures. Un mouvement là, de personnel quand même notable, l'échange de Dylan Champagne contre Samuel Tétrault. Donc, Dylan Champagne, le Beauceron qui s'en va à Saint-Georges contre Samuel Tétrault qui s'en va à Québec. La raison pourquoi je mentionne ça, c'est parce que Dylan Champagne est un joueur local et est déjà rendu à 2 buts donc, depuis l'échange. Donc, il a marqué 2 buts pour le Cool FM, dont son premier dans la Ligue nord-américaine. Donc, c'est pas le seul qui a marqué son premier but là, pendant notre absence. Donc, habituellement, on faisait tout le temps les premiers buts. Fait que je vais les nommer rapidement là, quand il y en a eu plusieurs là, depuis qu'on est parti. Mais justement, Dylan Champagne à Saint-Georges, Joël Champagne à Laval, Anthony Deluca, évidemment, à Laval, Andrew Smith, aussi le défenseur à Laval, Jordan Taille-Fournier à Thetford Mines, Thomas Bellegarde à Rivière-du-Loup, que l'ancien choix le choix de première ronde de la dernière repêchage des 3L qui a marqué ses 2 premiers buts là, dans le même match, et Tommy Deblois pour De Jonquière qui a marqué son premier vendredi dernier à Sorel. Donc, ça fait un peu le tour là-dessus. Puis, il y avait un dernier point là, qu'on voulait parler, là, puis ça, je peux peut-être te le laisser, là, mais... oui, dans le fond, il y a eu... C'est pour la parade, dans le fond, qu'il y a eu là, avant le match des Marquis samedi. Dès 15h30, là, vous pouvez voir peut-être le texte là, sur le site de la Ligue qui en parle, mais à 15h30, là, il y avait une parade là, qui amenait jusqu'au Palais des Sports là, avant la partie. Là. On a donné 5 000 $ de cadeaux. Le Père Noël était présent sur son chariot. C'était une organisation là, du groupe de fans 100% Marquis, des Marquis de Jonquière, de Michel Grenier du Benny Echo, de Centre-Ville Jonquière. Et donc, les gens présents, là, autant les jeunes que les adultes ont eu beaucoup de plaisir. Et sous la publication, j'ai vu quelques messages justement de remerciements pour l'organisation. C'était la première fois là, qu'on faisait cette initiative, donc on espère là, que ça va revenir l'année prochaine. Yes. Donc, est-ce que c'était tout ce qu'on avait sur les nouvelles? Je pense qu'on a fait le tour. Oui, ça faisait le tour de ce que j'ai recensé là, depuis le 26 novembre, dans le fond. Là. Recensé. Danny, il dit qu'il y a une lumière qui est brûlée dans notre décor. Tu vois tout ça? Non, je pense pas. Good. Tu tires la pipe, j'ai l'impression. Et peut-être annoncer, je pense, David, tu voulais qu'en fin d'émission, après notre invité, on discute un petit peu spécial Noël. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter comme cadeau chez chacune de nos équipes de la Ligue? Donc, oui, exact. Donc, faire un petit petite allusion à Noël. Donc, on va s'amuser justement là, pour ça. Et oui, Maxime Dufour, oui, qui a été échangé à Jonquière. Il y a 2 échanges, disons, mineurs. Là, Maxime Dufour qui a été échangé à Jonquière.
en provenance de Québec, a quand même préparé le premier but dans la Ligue nord-américaine de Tommy Deblois, là, donc qui a obtenu une mention d'aide à son premier match avec les Marquis. Puis Samuel Blanchet là, des Éperviers qui est allé à Québec, qui a été échangé à Québec. Blanchet là, qui est un résident de Québec, donc qui va pouvoir aider le national. Je voyais quelques personnes là, dans le chat là, qui parlaient des équipes. Là, Nathan Larose, une grosse raison du succès du Cool. Delisle va être solide en défensive. Donc, on va parler un petit peu plus des équipes là, après notre invité. Et on va y aller. On y va, David? Yes. Certainement. Vincent Drolet, comment ça va, Vincent? Ça va bien, vous autres? Super, super. Donc, Vincent Drolet des Marquis de Jonquière. D'entrée de jeu, on t'a demandé si tu connaissais le podcast. Tu m'as dit oui. On va parler de ton parcours. On va parler un petit peu là, de un gars mystérieux quand même. On a fait nos recherches là, sur Internet. On ne trouvait pas beaucoup de choses. Donc, on va être créatif dans nos questions. Vincent, il va falloir que tu te dévoiles là, pour que les gens puissent en savoir un petit peu plus là, sur toi. Puis, sinon, tu nous as dit aussi que tu avais parlé à Tristan Bérubé là, qui était passé plus tôt cette saison là, sur le podcast, là, ton coéquipier. Donc, qu'est-ce qui t'a donné comme cue là, justement pour que tu sois prête ce soir? J'ai demandé comment c'était, comment ça s'avait passé. Puis il m'a dit les gars sont venus préparer, ils m'ont posé des bonnes questions. Fait que j'ai dit c'est super, moi je suis content d'être ici puis parler de mon parcours. On a quelques vidéos, quelques photos qu'on va pouvoir te montrer également là, pendant l'entrevue. On va pouvoir discuter de ça. Donc, si on regarde un petit peu ton parcours récent, quand même, on pourrait dire un parcours atypique. Tu as joué dans la LHPS, ça, Junior 3, un tour dans les Maritimes. Pendant, je pense, la COVID, tu es allé aux États-Unis aussi pour... c'est ça. Double 3, ouais. Donc, si tu peux peut-être résumer là, ton parcours... C'est le parcours d'un homme nomade, là, c'est quoi? J'ai joué à Polyvalent de l'ancienne Lorette. Justement, dans l'aréna des Nationales de Québec. J'ai joué tout mon secondaire dans cette aréna-là. Puis ensuite, j'étais allé à Montmagny, Junior 3. Puis là, je me faisais coacher par Simon Olivier, le père de Mathieu Olivier, là, pour Columbus de Boucherville. C'est mon coach. Qui a déjà joué longtemps dans la Ligue nord-américaine aussi, Simon Olivier. Oui, il a déjà joué. Puis ensuite, c'est ça, j'ai parlé à Simon Olivier à mon année de 19 ans, à la fin de l'année. Et j'ai dit, j'aimerais ça, vivre une expérience. Au début, je voulais aller dans l'Ouest. Puis, à cause du COVID, il n'y avait plus une ligue qui jouait dans l'Ouest. Je me suis retrouvé dans l'Est, dans la Ligue des Maritimes. Puis, j'ai adoré mon expérience. Là. Puis, je jouais justement avec Tyler Boivin, des Tedford. Puis, non, c'était le fun. Puis, on avait tellement de belles gangs parce qu'on passait tout le temps du temps ensemble, parce qu'on a joué 25 games dans toute l'année, parce qu'on changeait toujours de zone. Fait que là, des fois, on faisait juste pratiquer en équipe. Fait que là, on passait juste du temps en équipe parce qu'on ne jouait plus. Fait que là, on sortait les boys ensemble, puis tout, puis on faisait juste pratiquer. Puis, non, c'était le fun. Puis après ça, ça, c'est à cause du COVID, tout le monde avait une année de plus, tu sais, universitaire. Fait que ça a été très difficile pour moi de me trouver, tu sais, le spot que je voulais aller universitaire. Fait que là, tu sais, au début, je voulais aller à l'université canadienne. Là, je regardais, puis là, c'était difficile parce qu'ils me disaient tous, on a la même équipe qu'année l'année passée. Puis, tu sais, j'avais pas un gros bagage junior pour dire ils vont me prendre pareil. Puis, tu sais, fait que ça a été difficile. Fait que là, je me suis retrouvé à l'université de Cortland, à New York. Puis, je ne savais pas à quoi m'attendre parce que je ne pouvais rien visiter. C'était juste comme là, je parlais au coach, je parlais du monde à l'école par Internet, mais je n'avais jamais vu le campus. Je ne savais pas à quoi la ville elle avait de l'air. Je n'avais aucune... Tu n'avais pas été visité avant Je ne pouvais pas, tu sais, c'était...
Puis là, j'ai passé mon été. Puis, tu sais, là, je suis plombier. Fait que, tu sais, j'ai pas fini mon université là-bas. T'as pas fini l'université, ouais. C'est ça qu'on peut comprendre. C'est ça, j'ai pas... j'étais pas à ma place là-bas, puis je me suis rendu compte là-bas. Puis c'est quand je suis arrivé là-bas, ben, tu sais, j'étais arrivé vraiment de reculons, là, ça me tentait pas pantoute d'y aller finalement. Là, j'ai un été, puis je pensais à ça, puis j'étais comme, ça me tente-tu d'y aller ou pas? Puis là, quand je suis arrivé là-bas, ça a vraiment fait, admettons, tu sais, mon reality check, admettons, dire non, ça me tente pas. Puis j'avais comme pas fait mes préparatifs, tu sais, admettons, parce que j'arrivais là comme un freshman. Là, j'avais mon orientation puis tout à faire. J'ai pas fait ça. Fait que là, je suis arrivé, puis là, je cherchais mes cours partout, je cherchais mes affaires. Là, j'arrive à mon appartement, pas de meubles. Là, je fais hey boy. Là, j'avais un maclé à terre. J'avais un maclé à terre, pas de meubles. Là, je fais hey boy, OK, il faut que je fasse un tour chez Walmart. Je passe ma première année à skipper mes cours. Je m'en vais au Walmart acheter mes affaires, des box springs pour mettre mon maclé sur. Là, c'était l'enfer. J'ai appelé mon père. J'ai dit, hey, là, j'ai pas un meuble, j'ai pas rien. Va-t'en au Walmart, puis va-t'en magasiner quelques affaires. Puis là, c'est ça, à un moment donné, puis à un moment donné, je parle à mon coach, parce que là, j'étais en business management. Puis là, j'haïssais ça, parce que là, première session, j'arrive là, j'avais tous mes cours de statistiques, mes affaires, là, j'ai pas de break, là, il n'y a pas un moyen d'avoir un break dans un cours. Fait que là, mon coach, il dit, écoute, Vince, il dit, je vais t'arranger ça, là, c'est vrai que tu es arrivé et tu as pas mal des cours qui sont tough, fait que je vais t'arranger ça, laisse-moi une semaine, je vais t'emmener avec ça. Une semaine passe, je me retourne dans le bureau avec le coach, je dis, là, je t'ai arrangé ça, il me passe ça, il me dit, regarde ça, ça fait ton affaire, ton horaire. Là, je regarde ça, j'étais rendu avec du tennis, du squash, puis je donnais des cours de hockey, puis j'avais un cours de français. Là, je fais, c'est quoi ça va là? Fait que là, j'arrive à mon cours de français, je me fais mettre dehors parce que là, c'était trop facile pour moi. Ma prof, elle venait de Joliette. Elle voyait, là, t'as pas l'affaire là, Vince. Elle a entendu ton accent, puis elle a fait j'ai enligné 2 mots, puis elle a dit ouais, toi, t'as pas l'affaire ici. Je t'envoie direct en espagnol. Fait OK. Puis, non, c'est ça. Puis là, à un moment donné, j'ai dit non, ça me tente de retourner en plomberie, parce que j'avais déjà entendu mon cours de plomberie. Là, j'ai dit, je retourne en plomberie, je m'en vais. Puis, c'est plate parce que là, il fallait que je fasse un test COVID. Puis là, après ça, quand j'ai fait le mercredi, je le recevais le vendredi. Je pars, je fais mes bagages pendant 2 jours. Le vendredi, je pars, je dis bon, je vais partir en après-midi, puis je vais recevoir mon test par sa route. Je fais 3 heures de char, je reçois les emails, je suis positif, il faut que je fasse une quarantaine. Je fais t'es-tu sérieux? Fait que là, je pognais un autre 2 semaines dans mon appart à écouter des séries Netflix. Là, je fais, là, je suis peur, là, ça me tente d'aller chez nous. Ça te tentait pas de louer un U-Haul pour passer? C'est quoi la ville que c'était l'université? Cortland. C'était genre, il y a 2 heures de New York centre-ville à peu près, je pense. OK. Ouais. C'est comme dans le milieu, genre proche d'Arbonne, mettons? Mettons à 30 minutes de Syracuse. OK, ouais. Ouais. Fait qu'ils t'ont réservé le traitement. Ils t'ont fait le traitement qu'ils réservent habituellement là, quand il y a un star running back là, aux États qui invente des cours pour qu'il puisse rester dans l'équipe de football. Exact, c'est ça. J'ai eu droit à ce traitement-là. Oui. Mais il y a Cédric Simard qui demande les cadres en arrière de Drolet, c'est quoi? On dirait des diplômes. Et ça, c'est tous les diplômes de ma blonde. Ah! Non, c'est pas moi. Moi, je l'aurais juste affiché, ça serait plomberie, mettons, puis mon diplôme de secondaire. Les 3. J'ai parlé avant l'émission à un de tes anciens coachs aussi. Quand tu étais âge midget, tu as joué Junior 2A avec Danny Deschaines. Ouais. Qui s'occupe maintenant de Wendake, si je crois bien. Propriétaire de Wendake dans la Ligue du Lac-aux-Fleuves. Oui, Danny, tout qu'un bon Jack. Vraiment. J'ai eu du bon temps avec lui et son fils aussi qui joue à Wendake. Des très bonnes personnes, ouais. Il faisait le message là, que
il m'avait dit que tu étais un des joueurs avec le maniement de rondelle le meilleur qu'il avait eu. Il avait juste des bons mots pour toi. Oh, j'en doute pas. Good. Donc, ouais, vas-y, Dave. Ouais, ben, il y a un truc, là, quand on regarde, là, que tu m'expliques, là, quand on regarde, là, sur Elite Prospect, là, tu as joué pour Team Liban. Ouais. Ça vient de ma grand-mère, ça. Ça vient de ma grand-mère, ça. Ouais, j'ai joué justement avec Antoine Waked, les frères Waked. Il y avait Carl Elmire. Ensuite, il y avait Labbé. Saint-Hyacinthe, Gabriel Labbé. Ouais, exact. Ouais. Puis Abby Faisal qui jouait à Laval. Ouais, à Laval, ouais. On était pas mal de gangs, ouais, dans le fond. On avait joué contre Venezuela. J'avais fait un tournoi à Floride, Venezuela, Puerto Rico, Mexique. Oh, ça fait du fun là-bas. Puis étonnamment, ça a été Colombie qui a gagné le tournoi. Ah ouais, c'est pas vous? Ouais. Mais c'est au niveau là, du recrutement, là, comment est-ce que ça se passe? Comment ils font les scouts de Team Liban? Ils checkent les arbres généalogiques des joueurs au Québec, voir s'il y a du Libanais dans la parenté. Oui, c'est ça. Ils checkent ça. Puis, je te dirais que nous autres, on se fait, dans le fond, on se parle entre nous autres. Là, à un moment donné, c'est juste la bouche. Moi, c'était dans le fond un de mes amis que lui, il a entendu parler de l'équipe, il s'est embarqué. Là, à un moment donné, il a dit « Hey man, il y a une équipe Team Liban. » Il y a une équipe Team Liban. Fait que là, on a tout embarqué dans l'équipe. Là, on se parle. Là, c'est ça a donné de même, moi. Il vous donne-tu votre double citoyenneté? Comment ça marche? Non, j'ai pas la citoyenneté libanaise, non. Je pense que c'est comme deuxième degré, là, si t'as tes grands-parents ou... Ouais, c'est ça, exact, c'est ça. OK. Bon. Good. Ça m'a permis de voyager un petit peu. Ouais, ben c'est ça, on a fait... je suis allé en Floride pour la Latam Cup. Puis ensuite, on a fait un 2-3 contre la Grèce. Puis ça s'est bien passé. On a gagné 2. Tu as quand même joué 2 années avec eux autres? Avec avec le Liban. Ouais, ben j'ai fait 2 tournois, c'est ça. C'est des petits tournois par-ci par-là. Là. Mais tu sais, Antoine Waked il a fait un gros tournoi au Koweït. Ça, c'est le gros tournoi. Malheureusement, je n'étais pas allé. Ça m'a fait mal parce qu'ils ont gagné le tournoi. Sinon, après ça, tu es rentré dans la... tu as commencé par la Ligue Senior 3A, puis après ça, je pense que tu as attiré l'œil de Bob Desjardins. Parle-nous d'un petit peu comment ça s'est fait, ton recrutement, là, parce que tu es un des rares bons joueurs de la Ligue nord-américaine qui n'a pas été repêché dans la Ligue. Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce que tu as eu quelques offres ou Bob, c'était le seul vraiment qui contactait? Parle-nous un petit peu de comment ça s'est passé. Ben, c'est ça. Dans le fond, j'ai entamé ma saison 53, puis ça se passait bien. Puis je me suis dit, ben c'est ça, je me disais à moi-même, dans le fond, là, ça me tente de monter, de faire tout. Fait que là, je faisais mes preuves 53, puis à m'emmener, le scout de Jonquière m'a envoyé un texte, je pense en début décembre. Il m'a dit, hey, on est intéressé à tu viennes jouer une game, puis pour nous autres. Fait que ça reste demain. Je fais, moi, je suis dispo. Dis-moi quand, puis où, puis je vais venir. Puis dans le fond, ça continue de même. Puis je pense en janvier, on jouait le vendredi. À jeudi, à peu près à 11h30 du soir, j'en reçois un texte par Bob. Hey, dispo demain à Jonquière. Je fais, ouais, parfait, embarque-moi sur le line-up. Puis là, ça a bien été mon début, avec deux buts. Ouais, ça fait une bonne impression. Ouais, j'ai fait une bonne impression. Puis depuis ce temps-là, ils m'ont rappelé une couple de fois. Ouais, puis ça a toujours bien été. Puis c'est ça, tu sais, Jonquière, ça allait super bien. Mais là, le 53, quand tu fais bien ça, tu sais, c'est sûr, c'est pas la Ligue américaine puis la Ligue nationale. Tu sais, si tu fais bien ça en haut, tu sais, ils sont comme bon, ils sont contents.
mais c'est comme bon, on va peut-être perdre un bon défenseur, nous sommes. Fait que là, il faut commencer à chercher. Tu sais. Fait que t'as eu chance. Arrête Blackburn. Là. Tu sais que je suis les bons joueurs font leur chance d'habitude. C'est ça. Puis là, ben, de fil en aiguille, maintenant, tu es devenu un régulier des Marquis de Jonquière. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'organisation? Ah, ben, l'organisation, c'est magnifique. Là. Tout qu'est-ce qu'ils ont buildé comme organisation, c'est fou. Justement, vous parlez de la parade, tu sais, les gars comme les gars de 100% fans de Marquis, tout qu'est-ce qu'ils font pour cette organisation-là, c'est malade d'avoir des personnes comme eux autres. C'est une pépite d'or, tu sais. J'ai une grosse parade, ils donnent des cadeaux, tu sais. Les idées, on dirait qu'il manque pas d'idées. Là. À un moment donné, je me dis, là, ils vont arrêter d'avoir des idées. Là. À un moment donné, ils vont avoir fait dans la ville, tu sais. C'est vrai, au début de l'année aussi, là, il y avait au début de l'école, là, ils ont ramassé des effets scolaires aussi. Pour les jeunes, ils en font tellement. Puis, tu sais, c'est ça, le Marquis de Jonquière, tu sais, là-bas, c'est une grande famille, tout le monde est ensemble, puis tu le vois. Puis... Non, c'est sérieux, quand je vais là, c'est. Je suis comblé là-bas, puis le monde sont super fins, on se soutient tous, puis une grande famille, les Marquis. Jean-Michel veut savoir si Jérôme Gagnon connaît sa gauche et sa droite maintenant. Ah, il commence à connaître le côté des gars. Là. Quand j'ai demandé un bâton, là, il m'en amène un gaucher. Ou quand il demande, c'est long qu'il commence. Il se trompe là, présentement. Là. Je pense qu'il a regardé le nom sur le bâton, fait qu'il sait que c'est le tien ou. Je joue avec les bâtons de Bordelot. Parce que il y avait mon pattern. Fait que là, je suis rendu avec ses bâtons. Mais non, je pense qu'il connaît comment je tape mes bâtons plus. Ouais. Sinon, parlant de ton arrivée avec les Marquis, c'est quoi un peu tu sais, comment tu te sens quand tu arrives? Parce que tu sais, on l'a dit, tu as un petit peu un parcours atypique. Tu as joué Junior 3, tu as joué dans Senior 3A. Mais là, tu arrives dans un vestiaire que tu as des gars qui ont joué dans la Ligue nationale, Alexandre Picard, Patrick Bordelot, des joueurs, surtout à la brigade défensive, qui ont joué du gros hockey. Là, cette année-là, ben, le Verpass, Brisebois, Michael Tam aussi qui était là cette année-là. Des joueurs, des gros draft picks, Kevin Veilleux de la Ligue nationale, tout ça. Comment un peu ce qui t'ont accueilli, puis en même temps, comment est-ce que ça t'aide quand tu rentres dans un vestiaire comme ça, de justement là, amener ton jeu un peu à un autre niveau puis de développer parce que évidemment que quand on regarde un peu ton parcours, d'arriver dans des vestiaires comme ça puis de performer autant que ces joueurs-là qui ont joué dans des niveaux aussi hauts que la Ligue nationale parfois, ou beaucoup la Ligue américaine, la Ligue East Coast. Comment un peu se fait l'adaptation? Comment est-ce qu'on se sent justement quand on rentre dans un vestiaire avec autant d'expérience? Ben, c'est sûr qu'au début, j'étais comme. C'est sûr que tu vois le parcours des gars dans la chambre, tu regardes, c'est des gars de la Ligue américaine, il y en a qui ont joué dans la Ligue nationale, c'est sûr que c'est impressionnant. Mais là, tu sais, Picard, un très bon leader, qui me disait, c'est sûr que là, en ce moment, tu es là, fait que il ne faut pas que tu te laisses impressionner là, quand tu embarques, si tu as la chance de finir ton check, c'est pas à cause que le gars joue dans la Ligue nationale que tu n'iras pas le plaquer. Là, à un moment donné, faut pas que tu sois impressionné par eux autres, puis leur parcours. Tu es là. Puis... Fait que c'est vraiment ça. Puis à Jonquière, c'est ça. Là, on a tellement une bonne chambre. Là, Bordelot, c'est un gars qui m'a donné beaucoup de conseils, beaucoup de. Pour faire ma place dans la ligue. Puis, on est tous, chacun dans la chambre, on est tous des leaders, sont tous des leaders à leur façon. Fait que, bon, j'ai été très bien épaulé ma première année. Puis ça a permis de faire ma place quand même rapidement dans les livres. On parle de ne pas se laisser impressionner par les joueurs sur la glace, mais pas se laisser impressionner par la foule également. Là, oui, ça c'était sûr que j'ai été impressionné la première. En plus, je jouais pendant les vacances de Noël, là, c'était full pack, là, de 2400 personnes contre Tedford. C'était quelque chose, là, c'est sûr. Il ne faut pas que tu te fasses impressionner par la foule à Jonquière. Ouais. Puis si on y va plus technique au niveau de ton jeu,
justement, là, j'ai nommé là, les Brisebois, les Verpass. Quand tu es arrivé à Jonquière, disons, c'est quoi, pour ton jeu de défenseur, selon toi, c'est quoi c'est quoi disons, le plus gros changement que ça peut apporter? Ou c'est quoi, mettons, ce que tu as compris, mettons, pour que tu as pu améliorer dans ta game le plus en arrivant justement dans une ligue plus forte? Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, quand je suis arrivé dans une ligue comme ça, c'est sûr que moi, je suis très offensif. Mais c'est à jouer dans, mettons, la différence, mettons, en 5-3 puis la ligue nord-américaine, c'est que en étant un défenseur offensif, dans la ligue américaine, je monte le puck, puis je fais un revirement. Il y a des grandes chances que le gars qui pogne la puck, il va aller t'en mettre dedans. Là, c'est sûr que le gars qui a joué dans les grosses ligues en Europe, tout, c'est très probable qu'il va t'en mettre dedans. Fait que il faut vraiment que plus que je watch mes montées, d'être plus être sûr quand je la monte. C'est vraiment ça. Être sûr quand j'appuie l'attaque, c'est choisir quand c'est le bon moment d'appuyer. C'est plus ça. Puis c'est ça, les gars, ils me le disent. Les gars, ils essaient pas de me freiner, d'être un gars, t'es offensif, mais là, il faut que tu sois aussi défensif. Ils disent non, il faut que tu excelles dans qu'est-ce que tu es bon, mais il faut juste que tu améliores tes affaires. Comme, admettons, l'année passée, je montais le puck, mais là, à m'emmener rien d'autre. Il m'a donné des bons conseils, puis il m'a dit passe le puck, puis monte avec nous autres. À la place de monter le puck, tu ralentis les joueurs un peu. Il dit passe le puck, puis monte avec nous autres, ça va te créer plus de chance. Puis j'ai scoré 2 buts, je pense, à Thetford à m'emmener. J'avais fait exactement ce qu'il m'avait dit. Puis de prendre des conseils, donc c'est ça que quand tu entends des conseils des gars comme ça, t'es prends. Là, fait que... Puis sinon, y a-t-il une fois justement que ça, justement un peu un welcome to the league moment, que justement tu as peut-être fait un virement et que ça s'est mal passé dans tes débuts, que tu as fait comme oh fuck, ok, là, faut que je fasse attention, faut que je fasse ça. Hey, ben, un moment que je m'en rappelle encore, ma première game, c'est une petite affaire, mais j'ai fait ma première game, on jouait contre Thetford. Puis c'est ça, je m'en allais derrière le but, d'un bord. Puis Francis Wattier, il arrivait de l'autre bord. Puis Francis Wattier, c'est une bonne pièce d'homme. Puis je me suis tassé à la dernière seconde. Puis s'il m'avait connecté, là, je pense qu'il me fermait les lumières. Là, encore sur la glace. Encore sur la glace. Je te dis, c'était l'enfer. Là. Le monde dans l'aréna, ça a été tout. Oh! Il a passé à côté de moi. J'ai senti le vent. Il m'a fait connecter. Mais un revirement que j'ai fait, j'ai pas fait de grosses affaires, mais c'est sûr, c'est plus ça. Là, quand tu fais ta petite erreur puis tu te rends compte que la mettre dedans, t'es comme je peux pas faire ça trop souvent parce que les autres ils vont profiter de mes erreurs. Là, Il y a un message dans le chat de Jean-Michel Poulain. J'aimerais ça savoir un petit peu plus de détails ici. Ça dit Jean-Michel, est-ce que tu as déjà raconté à Vincent que son numéro a été retiré sur la galerie de presse à Jonquière? C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? Ou, filtré commentaire, là, des affaires de Jean-Michel Fortin. Là. Ben, je vais y aller avec une chose qu'il m'a envoyée. Tu es un gros fan de hockey sur glace, mais également de deck hockey. Donc, on peut voir ici Jean-Michel en compagnie de toi et quelques visages connus également. On voit que Riando, il avait plein son casse. Ouais. Il y a ça, il y a Yannick Riado, Charles-William Gagné qui joue avec le National, Patrick Bordelot, Tommy Cardinal également sur la photo. Moi, la question que j'aimerais savoir, Jean-Michel, il vous a payé combien là, pour porter l'uniforme de la table du hockey? Beaucoup. Il me donnait son salaire de la Ligue nationale de hockey-ball, Jean-Michel, pour qu'on vienne jouer. OK. C'est bon. Je veux savoir quand même, c'est une question d'intérêt public. Non, mais c'est ça, gars. J'ai joué un peu au deck hockey, mais là, je pense que j'ai accroché mes souliers. Là. Je pense que je l'ai fait pour Jean-Michel, là, mais là,
Non, j'aurais pas dû embarquer cette nuit-là. T'as accroché tes espadrilles. Ouais, j'ai accroché les espadrilles. Ouais. C'est bon. Sinon, je sais pas si t'as une petite vidéo, Dave? Ouais, une petite vidéo. Lequel on passe en premier, celui de 30 secondes ou de on va commencer avec ça. On va montrer la vidéo, puis tu nous raconteras ce qui s'est passé après, Vincent. Non. Yes, donc on revient dans quelques instants avec un petit vidéo et on va en discuter par la suite. Pass comes all the way up to the point. Blackwell's shot gets through. Saved by Di Mattia, and then Blackwell is dumped to the ice by Boivin, and then he has Antoine LeBlanc breaks his stick over Boivin's back of Boivin's legs, drops the gloves, and Drolet goes with him. Boivin, or Drolet takes him to the ice. Donc, petite vidéo qu'on t'entend en anglais. Drolet! On est toujours en train de protéger mon chum Tyler Boivin, toujours. Donc, ça, c'était dans la Ligue là, des Maritimes, c'est ça? Oui, ça, c'était hors concours. Mon Boivin, il essaie de s'en tirer avec une petite jambette. Là, il s'en va comme si de rien n'était. Fait que là, je vois le gars le chasser en arrière. Là, je m'en vais le voir, je dis, hey, c'est hors concours. Là. Il pète son bâton. C'est un match hors concours? Ouais. Fait que là, il pète son bâton sur moi-même. Fait que là, je m'en vais juste savoir, je dis, hey, qu'est-ce que tu fais? Là, il commence à dropper les gants. Fait que là, j'ai droppé les gants. Mais non, c'était. Ça, en revoir ça, j'avais ça dans mon sel, c'est drôle. Il jambette le gars, s'en va de même. Il fait péter un bâton, il n'y a aucune réaction, il continue à patiner comme s'il n'avait rien fait. Un gars qui est toujours là pour protéger ses coéquipiers. Ouais. Bob Desjardins, il va l'aimer celle-là, cette vidéo-là. Hey, je savais pas que. Ce qui est drôle, c'est que quand le gars, il a comme pété son bâton, puis après ça, il a comme tout de suite lâché les gants, comme si. Ah ouais, lui, il était prêt. Le premier sur le bord. Ouais, il savait ce qu'il faisait, il était prêt. Ouais. Pourtant, c'est toi qui l'as reviré à la fin. Oui, ça s'est bien passé, oui. Donc, le message est lancé si tu as protégé tes coéquipiers. Chez les marqués, tu n'as pas peur de ça. Donc, on autre voit que la vidéo. Ouais, vas-y, Dave. Ouais, puis l'autre vidéo, dans le fond, pour les fans des marqués, ça va être un beau souvenir. Puis après ça, Vincent, tu vas pouvoir là, nous raconter un peu là, comment ça s'est passé, parce que c'est quand même un des plus gros moments, disons, de ta carrière depuis que tu es dans la Ligue nord-américaine. Puis un des beaux moments là, des dernières années aussi, là, surtout pour les marqués de Jonquière. C'était quand même quelque chose d'assez hot. Tu as été pas mal un des principaux architectes de ce moment-là. Fait qu'on va le montrer, puis le reste, on va en parler. Repris par Vincent Drolet. Drolet, fin de lancer, garde de 10. Un lancer, c'est le but! Vincent Drolet! Et là, les marquis qui viennent de marquer un gros but, là, Vincent Drolet, qui avait pris le temps dans l'enclave. Terrien qui laisse pour Picard. Picard, c'est frappé par Chevrier, c'est repris par La porte, transversale vers Drolet. Au des cercles droit. Un lancer, et le but! Vincent Drolet! Son deuxième! C'est l'égalité! Drolet qui semble trouver tous les trous derrière Émilien Boily. Il y avait beaucoup de trafic devant le filet. Et là, les marquis qui viennent de créer l'impossible. Le début, 4 buts. Oui. Vincent Drolet, 16 secondes seulement à faire. Drolet, 5 nous au sol, pas de pénalité. Un tir, vers Ouellette maintenant. Ouellette, devant la veut, passe en l'air. Le retour, c'est le but! Gabriel! Burpass! Gabriel Burpass, qui vient de marquer le plus gros but, là. Avec les marquis, à profiter de rondelles dans l'enclave. Et quelle célébration, encore une fois. Ça fait 2 buts, là, qui marquent très importants. Donc, la grosse remontée. Ben oui, on perdait 4-0 en troisième, si je me souviens bien. Et puis ça a commencé à 10 minutes de la troisième, là, 1. Bon. 2, là on commençait à y croire. Là, 3, 4, on fait, hey, c'est quoi ça? Puis là,
après ça, là, on avait explosé le palais là, au 4e puis 5e but. C'était fou, là, avec le canon qu'ils mettent en série en plus. Fait que là, c'était quelque chose. Là, dernier but dans les secondes de la fin. Verpass, il score. Pas moyen qu'il arrête. Il tasse tout le monde sans faire la Yakupov. Non, c'était bien drôle, ça, on riait après. Puis là, mais ce moment-là, ça nous a soudés, ça n'avait pas de sens. Là, ça. Des moments comme ça en équipe, j'espère faire revivre ça on espère faire revivre ça aux partisans de Jonquière. Parce que c'est tellement un moment, c'était incroyable là, de voir les vidéos de ça, les fans des estrades, tout, ça tirait des affaires, c'était capoté, ça criait de partout d'un bord puis de l'autre, même sur le banc, on fait soigner quasiment, on ne savait même plus où aller, on était en train de sauter. Non, c'était tellement un moment, ça c'était un des moments incroyables dans ma carrière. Ouais. Ouais. Si tu as à faire un top, ça se trouve où dans ton top, ce moment-là? Ah, facilement top 2, je te dirais, là, c'est fou, là, une foule de même, puis tout, moi, dans ma carrière, c'est rare, j'ai ça, des 2800 personnes qui crient comme ça, puis une remontée de même. Fait que, oui, facilement top 2, ça. Ouais. Puis l'autre top, c'est quoi de bord? L'autre moment? Quand j'ai défendu Boivin. Non, non, il faudrait que j'envoie mes affaires, là, mais j'ai dit top 2 parce que le top 1, il faudrait que j'envoie mes affaires. Gardais de l'espace au cas où. C'est ça, je garde l'espace. Ouais. Et sinon, sur les séquences, là, c'est un peu le tir typique là, du défenseur là, à point qui essaie de se trouver une ligne de tir puis de pogner un trou. Là, je sais que c'est peut-être c'était tellement comme l'adrénaline au coton, c'était probablement assez émotif, mais si tu peux te rappeler un petit peu des séquences, là, comment tu as vu les séquences se développer et tout ça, si tu peux nous parler là, des buts, là, si tu t'en rappelles. Là, ben ça, c'est sûr, c'est ma force, c'est mon tir de la ligne bleue, mon tir du poignet. Mais on avait le gros Picard devant le net tout le temps à son poste, fait que c'était dur pour le goaler de voir de quoi. Puis j'en ai profité, puis non, c'est ça. La plupart de mes buts, c'est pas mal ça. C'est trouver les trous de la ligne bleue avec des gars positionnés devant, c'est pas mal ça, mais bon, c'est du poignet. Et le 5e but de Verpass, Gabriel Verpass, qu'est-ce qu'il faisait dans le cercle bleu du gardien? Verpass, il est partout. Là. Des fois, il est partout. Là. Il était sur un high, il est allé d'un bord puis de l'autre. Et une dernière seconde, il est dans le slot. Il amène ça dans le net. La Yakupov. Ouais. C'était dangereux. Toi, t'avais monté, t'étais rendu quasiment à la ligne rouge, puis l'autre def était devant le net. C'était l'adrénaline au coton, là, tout le monde capotait. Il a pris un risque à porter fruit. Donc, si on parle un petit peu de la saison qui est en cours, on pourrait dire peut-être que les Marquis, cette saison, c'est en dents de scie. Une saison en dents de scie à l'intérieur du vestiaire, c'est quoi un peu là, le sentiment qu'on a chez les Marquis? Ben, c'est sûr que on a une équipe incroyable, un talent fou dans la chambre. Mais il manque quelques joueurs là, également. On ne s'est pas aidé avec les blessés. C'est sûr que là, on est parti quand même fort au début de la saison. Là, c'est comme une petite chute qu'on a eue. Ouais, c'est ça. Mais vaut mieux l'avoir là, qu'en fin de saison, avant la série, puis tout. On a du temps de remonter à la pente. Puis, c'est sûr qu'avec le talent dans la chambre, c'est sûr qu'on va être capable. Mais on a tellement des bons leaders dans la chambre que je suis sûr et certain qu'on va trouver le chemin de la victoire puis on va être une équipe gagnante. Ça, c'est certain. Là. Mais non, on est capable de se parler, on a des petits meetings, puis c'est pas mal ça qu'on se dit. Là, là on a eu notre petite chute, puis là, c'est le temps de donner aux gens à Jonquière le type de hockey qu'on est capable de donner. Puis c'est ça.
je peux faire un parallèle avec la saison dernière, puisque quand on regarde les stats, vous êtes quand même l'équipe avec la deuxième meilleure attaque de la Ligue, là, l'équipe qui marque le deuxième plus de buts. C'est sûr que c'est au niveau des buts accordés que là, ça serait amélioré pour que les victoires reviennent. Mais l'année dernière, justement, au début de la saison, vous aviez une super bonne attaque et tout. Puis à un moment donné, puis je pense qu'on l'avait eu en entrevue, Bob Desjardins, où il avait dit qu'à un moment donné, il avait dit comme là, OK, c'est beau l'attaque, mais là, il faut vraiment là, y aller à 100%, se commettre sur la défensive, tout ça. Est-ce que tu penses que c'est peut-être un petit peu un copier-coller qu'on pourrait avoir de la saison dernière? Parce que justement, là, c'est pas l'offensive le problème. Là, si on regarde les statistiques, là, c'est peut-être plus là, justement de réussir à accorder moins de buts. Ouais, ben je pense que c'est exactement ça. Je pense qu'avec l'offensive qu'on a cette année, les gars qu'on a amenés qui font bien ça, je pense que c'est ça. Des fois, on se dit on va en scorer des buts. Fait que au pire, des fois, on se slack un peu en défensive parce qu'on se dit qu'on va en scorer. Mais je pense que il faut être plus aware, si je peux dire, dans les deux sens de la patinoire. Aware, ça. C'est pas Jean-Claude Van Damme qui dit ça. Il faut être aware. Les deux sens de la patinoire. Non, c'est ça, des fois, on se fie trop à notre offensive, je pense, comme équipe. On est tellement bon offensivement, mais c'est ça, on veut tellement des fois scorer qu'on donne trop de chance à l'autre équipe de nous en mettre dedans, puis ça nous fait mal. Donc, peut-être, si on se reparle un petit peu plus tard dans la saison ou dans les séries, ben, comme c'était le cas avec Bob, là, il va peut-être avoir justement un moment turnover là, qu'on va reparler un petit peu plus tard, comme quoi que l'équipe des Marquis s'est finalement replacée puis la défensive. Ouais. Avec l'apparition de Vincent Drellet au podcast qui va changer ça. Mais sinon, dernière question que j'avais pour toi. On en a parlé, justement dans les vidéos, tout ça, qu'il y avait les Verpass, les Brisebois et tout. Il y a des gros morceaux qui sont partis en défensive. Il reste quand même des très bons défenseurs, là, les Thibaut, Maheu, toi-même et tout. Mais il y a quand même des gros morceaux qui sont partis. Est-ce qu'il y a une discussion avant le début de la saison, justement, de dire comme là, tu deviens un des leaders de cette défensive-là. Tu n'es plus juste comme une bonne recrue ou un bon prospect, que là, tu fais vraiment partie du noyau, puis tu deviens un des leaders. Est-ce que tu as eu ce genre de cette discussion-là, ou c'est un peu comme sous-entendu, ou est-ce que ça te met un peu une certaine pression? Quand on regarde tes stats, tu t'enlignes quand même pour ta meilleure saison à date là, dans la Ligue américaine, mais est-ce que c'est quelque chose qui a été abordé avec toi? Ben oui, c'est sûr qu'il m'en a parlé. Il savait un peu qu'elle allait perdre Verpass et Brisebois, mais il y avait déjà un peu. Il savait vers quoi il s'enlignait. Mais c'est là, on a embarqué des nouveaux défenseurs. Puis c'est juste, il faut step up toute la brigade défensive. Il faut step up. On a perdu deux bons morceaux. C'est ça, Verpass et Brisebois, mais on a amené des joueurs qui font d'excellent travail à la défensive. Puis, pour individuellement, c'est sûr que là, j'ai plus de responsabilités. C'est sûr que oui, j'ai un peu de pression parce que je me dis là, il faut que je montre que je fais la job. Mais en ce moment, c'est sûr, je fais je pense une bonne job offensivement. C'est sûr que là, il faut que je fasse aussi la job dans les deux sens. C'est sûr que... Mais non, c'est plus sûr que c'est des responsabilités que j'ai le plus, puis il faut que je montre que je suis capable de les prendre. On veut savoir c'est quoi l'histoire là, avec Jean-Michel sur la galerie de presse. Là. Ça se compte sur le podcast, ça, Vincent? Non, mais parce qu'après la victoire, dans le fond, justement, la remontée de Rivière-du-Loup, ben là, Jean-Michel, il était parti, là, il était là, donnez-y les clés de la ville, donnez-y des... ouais. Là,
Ouais, il a dit on va retirer son chandail et tout. Là, ouais, fait que, les élections sont quand? Là, tu penses-tu te présenter à la mairie de la ville de Jonquière? Ça va jouer entre lui et Blackburn, parce que Blackburn aussi a une bonne candidature. Ouais, Blackburn aussi. Ouais, il va être oui. C'est un gars de la place. Au pire, un des deux est maire, l'autre sera conseiller municipal. Ou, on va s'entendre là-dessus. Qui est qui? Peux-tu me parler un peu de l'importance aussi des joueurs locaux? Il y a beaucoup de joueurs locaux pour les Marquis de Jonquière. Ouais. Ah, ben, tu sais, comme je l'ai dit, tu sais, c'est une grande famille. Fait que, tu sais, quand il y a des gars comme tu vois, tu sais, Blackburn, des Terriens, des Wallets, puis j'en passe, des Gravel, des Maheu qui restent là-bas, qui performent au bout. Tu sais, c'est un sentiment d'appartenance. Les autres sont très fiers, là. Puis, tu sais, je comprends pourquoi, tu sais, ils performent, ils viennent de là, c'est une grande famille. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir des gars de cette région-là, tu sais, performer dans une ligue comme ça, puis que voir que les fans les soutiennent, puis tout dans la ville, tu sais. En terminant, as-tu une petite anecdote pour nous? Une petite histoire ou quelque chose qui est racontable, qu'on pourrait en apprendre un petit peu plus là, sur Vincent Drolet quand il n'est pas à l'aréna? Hey, des anecdotes. Ben, tu sais, moi, je suis pas mal un gars d'équipe. C'est sûr que quand on a un team building à Jonquière, tout, c'est sûr, je suis là. Mais, tu sais, les anecdotes, là, ouais, c'est sûr que c'est ça, là, des racontables, je sais pas. Mais, ouais, sinon, tu pourrais-tu, je sais pas, une imitation d'un coéquipier ou t'es peut-être un imitateur, je sais pas, tu sais. T'es peut-être un gars qui fait des gros speeches là, dans la chambre, tu pourrais peut-être nous donner un échantillon. Ouais, je sais pas, les gars, sérieux, mais qui que je peux bien. Et bon, il m'a posé une bonne, là. Mais là, ouais. Des anecdotes à Jonquière. C'est ça, il y en a plusieurs, mais c'est sûr que si on compare avec Alexandre Picard quand il avait été arrêté au début du parc, c'est une histoire qui est dure à battre, mais c'est sûr qu'il y en avait des anecdotes. Lui, plus d'expérience. Les expériences, oui, c'est sûr. Ça. Ouais. Sinon, c'est qui, à ce moment-là, pour virer la question, là, pour avoir une réponse, là, quand il faut qu'il y ait un speech là, entre la 2 et la 3 là, dans la chambre, c'est qui chez les Marquis là, qui se lève et qui prend la parole dans la chambre habituellement? Ben, c'est Picard la plupart du temps. Mais quand ça va mal et on a besoin d'un speech, c'est ça qui est le fun de cette chambre-là. C'est toutes peu importe c'est comme qui dans la chambre, tout le monde se parle. C'est comme hey, les boys, ça va mal. Puis, comme là, ça avait vraiment été mal, contre Saint-Georges quand on a eu notre défaite de 10-4. Mais, un gars comme Simard, il s'est levé puis il a fait un speech. Puis c'est ça, c'est chacun est capable de dire qu'est-ce qu'il y a à dire. C'est ça qui est le fun de cette chambre-là. C'est comme si tu as de quoi à dire, dis-le. Il n'y a pas de problème avec ça, on va être capable de se parler. Dans le fond, c'est une équipe que tu n'as pas besoin d'avoir le C nécessairement sur le chandail. C'est rempli de leaders. Exactement. Mais l'année passée, c'est sûr qu'avoir Brescher dans la chambre, ça, quand il commence à parler, mettons, tu tapes ton stick, ben, t'arrêtes de le taper puis tu l'écoutes, qu'est-ce qu'il y a à dire. C'est comme tout le monde est sur pause. Puis quand il parle pas pour rien dire, Brescher, non, vraiment pas. C'était le fun de l'avoir dans la chambre pour ça, parce qu'il nous en mettait sa terre, c'était pas long quand ça allait mal. Raphaël Maheu qui écrit un petit message. Si 97, as-tu warm-up tes yeux avant le live? Ouais, ça c'est un petit warm-up que j'ai avant chaque game, un petit rituel que j'ai avec mon Maheu.
On fixe des points avant les games, puis sérieusement, ça fait une différence. Là. Quand tu fais une sieste, là, des fois l'après-midi ou quelque chose, puis tu arrives à la game, tu as un peu les yeux. Mais là, il m'a montré son petite affaire, puis là, c'est rendu qu'on le fait ensemble. Puis non, ça fait une différence pour vrai. C'est drôle parce qu'il y a d'autres équipes, parce qu'on est toujours de même sur notre banc des joueurs. Là, les gars de l'autre bord sont sur l'autre bord de la glace, puis là, ils doivent se dire, man, les autres, ils se prennent pour qui, là, à nous regarder de même? Les bras croisés de même. Ouais, on est toujours les bras croisés, puis là, on fixe des points. Mais tu vois, les gars sont sur la bande, l'autre bord, puis ils vont nous regarder, ils disent, hey man, ils font-tu de l'intimidation, eux autres? Genre, ouais, on dirait une pause de Dorman, un peu dedans. Yes. Si tu avais peut-être. Je ne sais pas si tu avais une dernière question, Dave. Ah non, mais je pense que j'allais vers où est-ce que tu allais. Là. OK. Ben, je voulais te demander, Vincent, en terminant, si tu avais un message là, pour les partisans. Je vois là, des messages d'Alexandra Gagné qui est écrit un petit peu plus haut. Tu es le numéro 1 en défensive. Jonquière, c'est comme Montréal, on est sévère avec nos joueurs. On est tellement fiers de notre équipe. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Peut-être un petit message aux partisans là, pour les encourager? Ah, ben, c'est sûr qu'ils sont toujours derrière nous, dans la défaite ou comme dans la victoire. C'est sûr que dernière game, pour être franc, on n'a pas vraiment donné le hockey que Jonquière mériterait d'avoir. C'est sûr, mais je ne suis pas inquiet. Continue d'être là. Puis pour l'année, pour le reste de l'année, on va s'assurer de donner du gros hockey à Jonquière parce qu'on a tous les éléments pour être une équipe qui va lever la coupe à la fin de l'année, ça c'est certain. Mais on va retrouver le chemin de la victoire, puis on va faire ça tout ensemble, puis c'est resté derrière nous, on est toute une famille là-dedans. Vincent Drolet, c'est bon, c'est comme c'est une petite résolution là, de 2025, un petit peu à l'avance. Ouais. Donc, on s'attend là, à ce que les Marquis de Jonquière rebondissent dans les prochains matchs et qu'ils connaissent une bonne fin de saison. Si ce n'est pas Vincent Drolet qui vous le dit, ça va être nous qui vont vous le dire aussi. Donc, Vincent, merci de ta présence sur le podcast. On en a appris un petit peu plus sur Alexandra dit le numéro 1 en défensive. Donc, merci de ta présence et on va te souhaiter, on pourrait te souhaiter joyeuse fête. Oui, merci. Bonne année 2025. Et on va te souhaiter du succès là, à toi et à ton équipe pour la prochaine année. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'est super le fun, les gars. Merci. All right. Donc, Vincent Drolet des Marquis de Jonquière. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Yes. Donc, très, très sympathique, Vincent Drolet. Ça a été très le fun. Un joueur là, qui est quand même qui a monté de niveau là, chaque année avec les Marquis de Jonquière. Ça a été devenu une agréable surprise à maintenant un joueur là, qui est rendu un leader là, sur la glace dans le vestiaire. Donc, prend du galon à chaque année. Donc, on se demande où ça va arrêter. Exact. Puis, tu sais, comme je disais, malgré que les Marquis, là, c'est une petite séquence, une vilaine séquence de défaites. Vincent Drolet, là, qui connaît encore une bonne saison, là, est déjà rendu à 12 points. Son sommet personnel, c'est 18. Donc, il est en voie d'éclipser ça cette année. Donc, continue de connaître du succès et de grandir. Là. Puis, il est encore jeune. Là, je pense que c'est un des premiers là, nés en l'an 2000 et plus là, que je rejoins la Ligue. Donc, seulement 24 ans. Donc, c'est sûr que la Ligue nord-américaine, c'est peut-être pas une ligue nécessairement de développement, mais il y en a beaucoup de joueurs là, des joueurs qui sont là depuis longtemps, là, qui se développent dans la Ligue puis qui atteignent leur pic, excusez-moi, qui atteignent leur pic comme dans les vraies ligues là, à 27, 28, 29 ans. Fait que c'est peu que Vincent Drolet continue encore là, de s'améliorer. Puis
devenir vraiment une pierre angulaire des Marquis pendant de longues années. Là. Donc, ça va être beau de voir sa progression là, continuer. On peut le qualifier de joueur milléniaux, là, Dave, vu qu'il est né dans 2000, c'est ça? Ouais, ben c'est vraiment ben là, on est rendu en 2024, fait qu'il y en a de plus en plus, là, mais ça fait 3 ans qu'il est dans la Ligue, c'était vraiment un des premiers. Yes. Donc, prochain segment, là, on voulait peut-être parler de chacune des équipes, là, un petit segment Noël, qu'est-ce que les équipes demanderaient en cadeau? C'est quoi? Je te pose la question, puis tu me réponds, on se répond les deux, c'est quoi? Ben, dans le fond, on peut y aller thème Noël. Moi, j'ai ma tuque que j'avais prête. C'est pas les couleurs de Noël, mais c'est une tuque de Noël parce que c'est une tuque des Steelers. Grand fan des Steelers. Fait qu'on peut y aller niveau comme si c'était le Père Noël. Donc, on peut y aller faire un petit soin de Noël pour chacune des équipes. C'est bon. Donc là, je te lance. Père Noël, qu'est-ce que tu donnerais comme cadeau au Cool FM de Saint-Georges? Là? Au Cool FM de Saint-Georges, ben, je pense que leur cadeau, ils l'ont eu cet été, le Cool FM de Saint-Georges. Je pense que c'est Nathan Larose. C'est vraiment impressionnant, là, comment, tu sais, c'est du côté de Nathan Larose, là, c'était impressionnant à Laval, mais je pense que d'arriver à Saint-Georges, de voir à quel point, parce que Laval, ça a toujours été, pas que Saint-Georges, c'était pas une machine offensive, mais tu sais, Laval, depuis plusieurs années, était toujours premier. Il y avait beaucoup de joueurs qui produisaient. Arrivé à Saint-Georges, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs belles révélations à Saint-Georges cette année. Tu sais, Gabriel Chabot, Montmigny, William Leblanc. Mais quand il arrivait à Saint-Georges, on venait quand même de finir avant-dernier. On s'était fait sortir rapidement en série du côté du Cool FM. Donc, on arrive là cette année. Puis vraiment, on voit que Nathan Larose, à lui seul, est capable de porter une attaque sur ses épaules. Donc, on va souhaiter à Saint-Georges là, encore plus de Nathan Larose. Puis on va souhaiter aussi que la série de victoires se rende le plus loin possible. On est à 9, donc ce serait beau atteindre un chiffron là, de 10. Ça risque d'être un gros match là, vendredi. Laval, ça a été serré la semaine dernière. Là, ça a juste fini 3-2. Laval, eux, qui, justement, là, ça fait toujours des flamèches contre Saint-Georges. Là, on le sait à cause des affrontements en série des dernières années. Fait que ça va être bon, mais on va souhaiter là, encore plus de Nathan Larose pour les fans du coup. Ben, je rajouterais également là, les noms de tes nommés, mais tu sais, Gabriel Chabot, William Leblanc, Cédric Montmigny également. Tu sais, Gabriel Chabot a été joueur de la semaine la semaine dernière, 3e joueur de la semaine la semaine d'avant. Donc, lui également sur une lancée, mais c'est aussi un peu... il y a eu le changement de garde au Cool FM, puis il y avait le noyau qui est quand même resté là. On peut dire qu'il y a une stabilité chez le Cool FM avec les joueurs là, qui se sont ajoutés, on a nommé les noms. Mais je pense qu'on a bien remonté la barque là, après peut-être la déception de l'année dernière. Exact. Puis tout le chapeau revient à Raymond de la Roseville parce que on regardait la fin de la saison à Saint-Georges avec comment que la saison s'était finie. On avait vraiment peiné à chercher des victoires dans les derniers mois de la saison. On perd Cloutier, on perd Tiffu, on perd Potvin, on perd Girard, on perd Hudon, qu'on a échangé au repêchage. Ça a quand même donné le premier choix qui est devenu Gabriel Chabot, Hudon, mais tu sais, il y avait beaucoup de points d'interrogation à Saint-Georges pour commencer la saison. Puis je pense pas que personne les voyait premiers nécessairement, là, aussi dominants. Là, on marque 5 buts par match en moyenne depuis le début de la saison. C'est quand même assez impressionnant. T'sais, on l'avait fait justement là, un mois et demi, le panel du corps de la saison là, avec Maxime Duquette. Il disait Saint-Georges marque 5 buts par match. Ça ne durera pas toute la saison, mais c'est le fun de voir que l'attaque elle fonctionne. Ben, on est rendu à moitié de la saison, puis à date, ça fait une demi-saison que ça dure. Fait que c'est pas... c'est pas un feu de paille, ça continue. On ne serait pas complètement fou de penser que ça a des chances de perdurer jusqu'à la fin de la saison.
rendu à ce stade-ci. On y va maintenant avec les éperviers de Sorel-Tracy qui sont une autre, on pourrait dire, surprise cette année. Donc, on les retrouve au haut du classement. Qu'est-ce que tu souhaites aux éperviers, là, comme cadeau de Noël, Père Noël? Oui, ben, ce que je souhaiterais aux éperviers, ben, c'est sûr qu'on pourrait y aller dans la même veine, encore plus de Alexandre Fortin puis de Sean Boudria, parce que c'est vraiment une belle surprise là, d'avoir deux joueurs aussi dominants qui s'ajoutent. Mais ce que je souhaiterais aux éperviers, c'est le retour de leur général en défensive, Gabriel Bilodeau. Gabriel Bilodeau, là, on le savait là, qu'il allait manquer quelques matchs en début de saison parce que c'est devenu un nouveau papa, mais blessure là, disons, récurrente là, qui l'empêche de jouer. On a seulement 6 matchs de jouer du côté de Gabriel Bilodeau depuis le début de la saison. 4 passes en 6 matchs. Donc, on parle quand même d'un défenseur là, qui avait fait 36 points en 36 matchs l'année dernière, n'avait pas raté aucun match du côté de Sorel-Tracy. En 2022-2023, avait fait 47 points en 36 matchs, n'avait pas raté aucun match du côté de Sorel-Tracy. Donc, ça faisait 2 ans de suite là, qu'on était un Ironman, si on veut, de la Ligue américaine, donc du côté de Gabriel Bilodeau, et qu'on est chanceux du côté de Sorel-Tracy. On a rajouté des pièces comme Mathieu Brodeur, comme Bradley Lalonde, qui fait que l'offensive partant de la défense ne repose plus seulement sur les épaules de Gabriel Bilodeau, ce qui était vraiment le cas dans les 2 dernières saisons, mais je pense que du côté des fans de Sorel-Tracy, on a hâte là, de revoir Gabriel Bilodeau en santé, là, puisque c'était vraiment un de, au fond, notre meilleur défenseur là, dans les dernières années. Du côté des éperviers, on a rajouté aussi beaucoup de pièces. On n'en a pas trop perdu du côté des éperviers. Non, ben, ça faisait plusieurs saisons aussi là, depuis les championnats, justement, ça commence à faire longtemps, là, mais qu'on avait eu, on perdait plus de joueurs qu'on en rajoutait, disons. Ouais, mais là, c'est la première année vraiment qu'il n'y a pas vraiment. Ben, il y a eu quelques pertes, évidemment, là, avec l'expansion, là, mais on a quand même. C'est la première année qu'on vraiment là, on rajoute beaucoup plus qu'on a perdu du côté de Sorel-Tracy, puis ça paraît beaucoup. On a le bataillon de Saint-Hyacinthe, parlant d'équipe d'expansion, 3e au classement en ce moment. Ça va bien aussi pour l'équipe de Dominique Lapensée. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite au bataillon là, pour Noël? Ben, je leur souhaite de continuer le succès qu'ils ont comme club d'expansion. Vraiment, là, quelle belle histoire le bataillon de Saint-Hyacinthe depuis le début de la saison. Que ça soit succès sur la glace et au guichet également. C'est ça, tu sais, que ça soit au chapitre des points, que ce soit au chapitre aussi. Le bataillon est un club, je pense qu'il va faire courir les foules d'ici la fin de la saison aussi parce que c'est pas des matchs dol quand, tu sais, que le bataillon, tu sais, il y a tout un petit peu d'épices, si on veut. Il y a des joueurs là, qui savent bien qui savent bien animer le spectacle, mais tu sais, les foules sont au rendez-vous. Les matchs à Saint-Hyacinthe, pour avoir eu la chance d'avoir 2 matchs depuis le début de la saison à Saint-Hyacinthe, il y a de l'ambiance là-bas. C'est le fun quand on va là. C'est tout le temps des grosses foules. Même les jeudis soirs, il y a eu quelques matchs jeudi soir. On a quand même 1000 personnes et plus les jeudis soirs, même 1100 personnes et plus. Quand vient le vendredi, c'est du 1400 tout le temps. Il y avait eu 2000 au match d'ouverture. Fait que tu sais, vraiment, à date, là, succès sur toute la ligne, le bataillon de Saint-Hyacinthe. On est justement 3e au classement. Fait que vraiment, je leur souhaite plus de qu'est-ce qu'ils ont, de qu'est-ce qu'ils ont déjà. Je souhaite vraiment que ça continue et ça se poursuive jusqu'à la fin de la saison, qu'on rentre en série avec du momentum. Puis vraiment, là, c'est le fun de voir que ça a levé là, aussi vite, là, parce qu'habituellement, comment est-ce que le bataillon de Saint-Hyacinthe est présentement, c'est comment est-ce qu'on veut qu'un club d'expansion soit en l'an 2, 3, 4, pas nécessairement l'an 1. Fait que c'est vraiment le fun de voir là, à quel point ça a levé. Fait que honnêtement, je leur souhaite plus de vagues encore au Stade LP Gaucher. Une équipe qui est aguerrie dès sa première année. Là, on est allé chercher des morceaux à l'offensive, défensive, mais aussi de toughness, là, une équipe qui est fatigante là, du côté du bataillon. Oui, puis tu sais, je pense que le bataillon a un petit peu compris aussi
le concept de... Comment je peux expliquer ça? Le concept de qu'est-ce qui est la toughness en 2024, si on veut. Ils ont un club quand même très tough, mais dans le jeu, ils ont des défenseurs robustes, des joueurs fatigants qui vont d'un coin, des joueurs, si on veut, de quatrième trio, entre guillemets, comme un Sami Carbonneau, qui est comme le prototype parfait d'un joueur de quatrième trio qu'on veut dans la Ligue nord-américaine. Des fatigants aussi, comme un Yannick Chagnon aussi, qui n'a pas peur d'aller dans le coin et d'être gossant. Le frère de Maxime à Saint-Georges, donc ils ont ça dans le sang. Je pense qu'on a vraiment un peu compris aussi le concept, puis ça fait que jouer contre le Bataillon, c'est fatigant, puis ça fait qu'un club comme ça va connaître du succès. C'est sûr que là, on a eu notre première victoire sur la route en fin de semaine dernière. C'est sûr que c'est un club là, qui est vraiment aussi porté par sa foule parce qu'on a vraiment beaucoup de succès à la maison. Sur la route, c'est un petit peu plus difficile, mais je pense que c'est un club bâti solide métaphoriquement et littéralement. Métaphoriquement. C'est un mot, mais on comprend ce que je dis. Solide de façon imagée, mais aussi physiquement. C'est bon. Notre ami Denis qui dit « Hey, Père Noël, Rivière-du-Loup, on vient d'en gagner 5 de suite. T'en penses quoi? » C'est le fun de voir, Rivière-du-Loup aussi, c'est un club un petit peu comme Saint-Georges à la fin de la saison dernière, beaucoup de points d'interrogation. On perd Maxime Saint-Cyr, on perd Loïc Marcotte, des gars comme Yannick Asselin qui ne reviennent pas. On a perdu quand même Marc-Olivier Crevier-Morin aussi, qui est un gros morceau défensif. Il y avait beaucoup de points d'interrogation. Qui est-ce qui allait step up, entre guillemets, se lever et prendre les rôles offensivement? Mais on peut penser aux belles révélations comme Jason Lavallée, Casey Kosecki, qui continue de connaître du succès à la défensive, le capitaine Tristan Pomerleau. Mais là où je vais venir au niveau de mon souhait en fait, le cadeau, là, ce qu'on demandera au Père Noël, je dirais que ça soit que Étienne Montpetit, dans le fond, que l'Étienne Montpetit des dernières semaines soit l'Étienne Montpetit qu'on va avoir jusqu'à la fin de la saison du côté de Rivière-du-Loup. On sait, là, il a reçu la 3e étoile la semaine. En série l'année passée, grande raison pourquoi Rivière-du-Loup s'est rendu en finale, a été dominant. En début de saison, c'est plate, mais on l'avait perdu, l'Étienne Montpetit des séries de l'année dernière, avait de la difficulté, c'était un petit peu en dents de scie. Et bien là, vient de nous offrir 3 performances de suite, 3 victoires de suite, où on a donné 1 but, 2 buts et 1 but, donc 4 buts en 3 matchs du côté d'Étienne Montpetit. Donc, dans ces 3 derniers matchs, ce que je souhaiterais au 3L, c'est que Étienne Montpetit, que ce soit ce Étienne Montpetit-là qu'on réussisse à avoir jusqu'à la fin de la saison là, du côté de Rivière-du-Loup, parce que ça n'a rien enlevé à Émilien Boily qui fait très bien aussi depuis la saison, mais il y a une raison pourquoi on avait misé sur Étienne Montpetit au repêchage là, d'expansion, qu'on avait laissé aller Tristan Côté-Cazenave à Québec, c'est parce qu'on voulait que ce Étienne Montpetit-là des 3 derniers matchs soit notre gardien numéro 1 à Rivière-du-Loup. Et là, on l'a là, depuis quelques semaines. Donc, je vais leur souhaiter que ça se poursuive du côté de Rivière-du-Loup. Du côté de l'Assurantia, donc on joue pour 500. Oui, ça, c'est une surprise également. Je pense qu'on ne suis pas sûr si on s'attendait que l'Assurantia soit en milieu de peloton. On a gagné la Coupe l'année dernière. C'est sûr que quand on se rend loin en série, on est peut-être un peu plus éclopé. Également, le repêchage d'expansion a fait mal à tout le monde, on ne s'en cachera pas. Mais du côté de l'Assurantia, je pense qu'on veut que on veut retrouver notre puissance offensive. Donc, je vais souhaiter à l'Assurantia qu'on retrouve la puissance offensive qu'on avait lors des dernières années. C'est sûr que ça va encore très bien là, du côté de Alexandre Goulet, déjà 11 buts, toujours aussi dominant. Mais je pense que les marqueurs secondaires du côté de l'Assurantia, eh bien, on essaye là, on se cherche un peu. Là, on aimerait ça d'avoir de la part d'un petit peu plus tout le monde. C'est ça? Exact. Puis, tu sais, c'est on ne peut pas
nommer des joueurs en particulier, mais c'est quand même un point qui est revenu après le match de vendredi dernier. Barry en a parlé. Je pense, soit le match de vendredi dernier ou l'autre de la semaine d'avant qu'on saurait, là, je ne me rappelle plus, mais Bob Barry l'avait mentionné dans l'entrevue que on veut la part de tous les joueurs en attaque. Parce que je pense que la force de l'Assurantia l'année dernière, c'est qu'on avait 3 trios qui pouvaient produire comme un premier trio. C'est pour ça également qu'ils ont gagné. Cette année, on a vraiment le trio d'Alexandre Goulet avec Pierre-Maxime Poudrier. Mais après ça, la production vient plus difficilement. Donc, ça va être là, justement, je souhaitais à l'Assurantia qu'on retrouve l'attaque qu'on avait l'an dernier. Je pense que c'est quand même très possible. À leur défense, je pense que c'est vraiment également après Noël l'année dernière qu'on a commencé à trouver notre heure d'aller, qu'on ne perdait plus une partie puis qu'on est rentré avec le momentum des séries. Comme je pense qu'on a déjà entendu dans les entrevues, on ne gagne pas des championnats là, au mois d'octobre. On ne les gagne pas non plus au mois de novembre et décembre. C'est les vieux côtés, mais tu sais, s'il y a un club pour lequel je ne suis pas inquiet, c'est bien l'Assurantia. Je pense pas que les dernières quelques semaines, ça va être à l'image de leur saison à l'ensemble. Il y a tellement de vétérans, je pense, dans cette équipe-là. Fait que c'est pas quelque chose qui va nous déranger pour la suite. On n'est pas. On sait qu'est-ce qu'on a à faire. C'est ça que je veux dire. Exact. Donc, prochaine équipe, on est rendu à les Pétroliers de Laval. Oui, ben les Pétroliers aussi, c'est un club qu'on s'attendait peut-être à ce qu'on soit un petit peu mieux positionné au niveau du classement rendu à ce stade-ci de l'année. Par contre, j'ai tellement l'impression que sur de Laval qu'il en manque vraiment pas gros. On se fait jamais. C'est des parties serrées là, quand même. On se fait jamais surclasser. On perd par un but, on perd par 2 buts. Il en manque vraiment pas gros. Fait que c'est sûr que vite comme ça, le retour du capitaine, c'est sûr que c'est un souhait quand même assez facile de Danny Paquette qui est à cause d'une blessure. On a dit, je pense, au de Laval qu'il devrait revenir au mois de janvier. C'est sûr qu'on souhaite le retour du capitaine. Je souhaiterais aussi le retour de la domination de la ligne qu'on avait l'année passée, Caron, Hamelin, Joannette. Du côté de Caron et Hamelin, on connaît quand même des bonnes saisons, pas autant que l'année dernière. Du côté de Joannette, on a eu une mauvaise passe à vide, là. On ne se le cachera pas, mais on vient de débloquer là, de la passe à vide samedi dernier à Québec. Fait que ça regarde bien. Puis on n'a jamais, du côté de l'entraîneur de Serge Forcier, on n'a jamais lâché prise non plus avec Joannette, là, même quand ça allait moins bien. Donc, ça a été récompensé samedi dernier. Donc, on pourrait souhaiter ça. Mais outre tout ça, le souhait que je vais souhaiter aux fans de Laval, et un joueur en particulier, qui est Mathieu Medley, ça va être là, de réussir à battre là, le record pour devenir le défenseur avec le plus grand nombre de points dans la Ligue nord-américaine. On avait là, on avait de la misère dans les derniers temps là, à réussir à mettre des points au tableau. Ça faisait quelques matchs, mais là, 2 points en 2 matchs la fin de semaine dernière du côté de Mathieu Medley. On est reparti. 6 points cette saison. Ça en prend 4 autres pour égaler Mathieu Dumas. Ça en prend 5 autres pour le battre. Donc, on est à la mi-saison à peu près en ce moment. Donc, techniquement, à 6 points à la mi-saison, on devrait se rendre, mais ça va être quelque chose là, à surveiller dans la deuxième moitié de saison. À chaque point de plus, ça va être quelque chose à souligner parce qu'on s'approche là, dangereusement du côté de Mathieu Medley. Fait que c'est ce que je vais souhaiter. Puis pour les fans de Laval, je leur souhaite que si ça allait arriver, que ça se passe un match à Laval également. À la maison. Exact, là, qu'on ait la chance de pouvoir le faire devant nos partisans. Yes, et pouvoir célébrer Mathieu Medley comme il se doit. Mais je pense que c'est tellement un joueur là, qui a fait beaucoup pour la Ligue à travers le temps, qui est aimé par tous. Je pense que même si c'est à l'extérieur, il va recevoir une ovation. Ouais, ben si c'est pour arriver à l'extérieur, je souhaite que ça arrive à Thetford Mines. Je pense que les fans de Thetford seraient contents aussi de voir ça. Tout à fait. Donc, prochaine équipe, les Marquis de Jonquière. On a parlé à notre invité Vincent Drolet tantôt, et puis je pense qu'il espérait un peu que ce soit le copier-coller
de l'année dernière. Là, mais de ton côté, Père Noël, c'est quoi que tu souhaites là, au Marquis de Jonquière? Au Marquis de Jonquière, c'est sûr qu'on leur souhaite de sortir de leur torpeur, mais ce que je vais souhaiter plus précisément, c'est un championnat des marqueurs à Simon-Claude Blackburn. On est premier marqueur en ce moment. Honnêtement, j'ai regardé vite. J'ai pas réussi à trouver. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois qu'un joueur local aurait gagné le championnat des marqueurs pour son équipe. On sait, là, Simon-Claude Blackburn vient de Jonquière et Jonquièrois, connaît là, une super saison jusqu'à présent. Donc, vraiment, un autre joueur dans le style, on parlait de Vincent Drolet là, qui part là, d'un joueur qui est pas nécessairement un gros background de hockey, mais qui rentre dans la ligue, qui progresse, qui devient meilleur en meilleur à chaque année. Eh bien, c'est tout l'exemple de Simon-Claude Blackburn, ça. À chaque année, là, depuis son arrivée dans la ligue, prend un step. Eh bien, là, prend le step cette année qu'il ne reste plus vraiment d'autres steps après être premier marqueur de la ligue. Là. Mais, tu sais, vraiment, là, Simon-Claude Blackburn, là, qui tu sais, je ne veux pas aussi lancer ça, jinxer quoi que ce soit, mais tu sais, on sait, Alexandre Picard a 39 ans, tu sais, 40 l'année prochaine. Donc, si jamais venait à prendre sa retraite, ça serait quand même très cool à Jonquière d'avoir un capitaine qui vient de la place. Là. Donc, saute des étapes, là, Dave. Saute des étapes, mais en tout cas, c'est pour ça que... La prochaine étape pour Simon-Claude Blackburn serait peut-être un championnat. Là, on va y aller pour le championnat des marqueurs, mais j'y souhaite, puis je pense que pour les fans de Jonquière, ce serait très cool aussi de vivre ça avec un joueur de la place, là, justement, là, un joueur local. Donc, pour la dernière équipe, le National de Québec, je vois quelques trucs là, du côté des partisans. Je pense que c'est Mike Gagné qui parlait des signatures, peut-être celles de Galland et Belland. Oui, ben c'est sûr qu'on va leur souhaiter on va leur souhaiter des signatures. Puis tu sais, du côté de Québec, je dirais que la progression se poursuive. Je vais y aller plus précisément là, avec le vrai souhait, là, mais je vais y aller avec que la progression se poursuive. Parce que quand on compare le début de saison, c'est dur de former un alignement fixe à Québec, mais il y a quand même des belles pièces qui sont rentrées depuis le début de la saison, que c'est des joueurs que c'est vraiment qui peuvent s'établir dans la ligue puis connaître du succès. Quand on parle on pense à Alexandre Lamarre, il n'était pas là au début de la saison, il est allé le chercher à Jonquière. C'est un joueur qui est très intense, peut vraiment faire sa place dans cette ligue-là pour être un bon joueur pour Québec. Félix Chamberlain, qu'on a signé depuis qu'il n'était pas là depuis le début de la saison. Donc, c'est un autre joueur qu'on a ajouté qui est quand même très solide. On est allé chercher 8 points en 8 matchs. Exact. On est allé chercher un Elliott Saint-Pierre à Rivière-du-Loup qui prend du galon, qui est un défenseur là, qui pourrait se développer aussi. Fait que, on bâtit tranquillement à Québec. C'est sûr qu'on aimerait ça, peut-être que ça se bâtisse plus vite que ça se bâtisse présentement, mais on est quand même en train d'ajouter des pièces puis ça se bâtit sur la bonne voie. Aussi, un recrue comme Charles-William Gagné, là, je pense que ça aussi, c'est un joueur là, qui pourrait être le fun, un joueur justement qui n'a pas peur un peu là, d'aller où ça fait mal, de marquer des buts devant le filet. Des joueurs qui sont durs à trouver. Puis je pense qu'on en a un bon à Québec là, en Charles-William Gagné. Fait que tu sais, tout ça, c'est du positif. Mais ce que je leur souhaite vraiment, outre la signature d'un Belland, outre la signature d'un Galland, c'est que les signatures qu'ils ont présentement, la signature de Lehoux et la signature de Delisle, c'est que ces deux signatures-là aient l'effet escompté. Que même à 42 ans, qu'Yannick Lehoux soit capable d'être un joueur d'un point par match dans notre ligue, puis que Steven Delisle soit le défenseur physique qu'ils ont besoin. Québec, là, ont quand même des bons morceaux en défensive, les houles, les boucles, les goutets, mais tu rajoutes un Delisle là-dedans, je pense que vraiment, ça va donner un bon coup de pouce. Puis c'est vraiment là, que ces deux acquisitions-là, quand elles vont rentrer dans l'alignement, ben, qu'elles aient les effets escomptés. Ça serait ça mon souhait, qu'il y ait vraiment l'impact qu'on pense que ces deux joueurs-là peuvent avoir. Également, dans une chambre, d'amener des joueurs là, comme Yannick Lehoux, 42 ans, qui ont du vécu également, qui amènent une expérience. Ça va peut-être calmer la chambre d'une chambre du National de Québec, quand même une jeune équipe avec beaucoup de nouveaux joueurs. Donc,
Exact. Puis tu sais, Vincent Drolet le disait dans l'entrevue l'année passée, quand Donald Brashear, un gars qui a son expérience, se levait dans la chambre et parlait, le monde arrêtait ce qu'il faisait puis il l'écoutait. Ben, c'est peut-être ça aussi qu'un Yannick Lehoux peut amener à Québec. Là, quand on parle d'un gars qui a joué dans pratiquement toutes les meilleures ligues qui existent au monde, peut-être à part, mettons, la KHL, là, mais sinon, là, tu fais le top 10 de toutes les ligues qui existent dans le monde, il y en a probablement 8 sur 10. Je pense que c'est un gars aussi là, qui a de l'expérience que ça ne s'achète pas. J'ai hâte de voir là, ce que ça va pouvoir apporter. Puis j'espère là, vraiment que ça va avoir l'effet escompté là, de ces deux. On va espérer également là, qu'on construise, continue à construire notre base de partisans là, chez le National de Québec. Donc, aller les encourager là, en grand nombre. On veut notre 8e équipe et on veut. C'est tellement une belle idée en plus, le National de Québec. C'est une belle histoire. Quand ils sont arrivés, là, le tapage médiatique que ça l'a fait aussi. Les chandails sont beaux. Je pense que ça mérite là, dans la région de Québec. Là, on n'avait pas d'équipe avec on parle du départ du Radio X, même des Nordiques de Québec. On a du hockey professionnel en ce moment là, dans la ville de Québec. Donc, il faut aller encourager notre équipe. Ouais, puis tu sais, je pense que ça va venir avec le. Bien sûr, on l'a vu dans les commentaires, là, certains parlaient de l'emplacement, mais moi, je pense que ça va venir avec le produit sur la glace. Mais tu sais, Québec, en ce moment, tu sais, il ne faut pas comparer à Saint-Hyacinthe, parce qu'on l'a dit, Saint-Hyacinthe, c'est ce qu'on veut qu'une équipe d'expansion ait l'air allant 2, 3, 4. Je pense que quand on compare à d'autres expansions, mettons, qu'on a eu dans la Ligue dans les dernières années, Québec est quand même un petit peu en avance sur certaines autres expansions qu'il y a eu dans la Ligue américaine. Il ne faut peut-être pas nécessairement comparer à Saint-Hyacinthe, puis peut-être comparer plus à ce qui a été dans le passé. À date, ça va quand même bien. On a quand même une moyenne qui se tient à peu près à 900 depuis le début de la saison, même si en fin de semaine dernière, ça a été un petit peu moins, mais on a quand même une moyenne de parties de foule qui se tient quand même à un niveau respectable pour un club d'expansion. C'est vraiment de continuer d'apporter des morceaux, continuer de bâtir une équipe le fun à avoir joué. Puis à ce moment-là, ensuite de ça, ben, que ça continue de progresser pendant la saison. Puis si ça va comme. En autant qu'on continue d'avancer, ben, l'année prochaine, les résultats vont être là. Puis avec les résultats, le monde va venir. Là, je ne suis pas inquiet parce que justement, le reste du setup est quand même vraiment hot à Québec, avec le nom, le logo, le chandail et tout. Puis, ils ont eu, on peut dire qu'ils ont une histoire à Québec aussi, là, puis on a fait un match là, où on a invité, je pense, c'est 14 anciens joueurs du Radio X qui étaient là, dont des joueurs là, qui sont encore actifs aujourd'hui. On en avait parlé dans notre dernier podcast, je pense, justement, d'ailleurs. Donc, c'est de continuer de les encourager, puis quand il y a des événements, de y aller en grand nombre. Je pense qu'on a des bonnes bases à Québec. Il faut juste continuer là-dessus. Puis, oui, puis allez voir en fin de semaine un match contre le Cool FM, contre la première équipe. Ça risque d'être un beau test. Puis aussi, là, géographiquement parlant, je pense que le Cool FM, c'est l'équipe la plus proche de Québec en plus. Fait que, il va peut-être avoir une couple de fans du Cool qui vont se déplacer pour aller voir ça. Fait que ça risque de partir le temps des fêtes là, du bon pied, là, samedi soir à Québec, là, ça va être bon. Puis aussi, j'espère aussi que mec Yannick Lehoux et Delisle jouent leur premier match, qu'ils mettent le paquet aussi sur le marketing, comme on dit, parce que ça risque d'être quand même un match à ne pas manquer. Exact. Donc, qu'on se le tienne pour dit. pour toi, Dave, c'est quoi qu'il faut te souhaiter là, pour la prochaine année? Là? En tant que fan. De prendre pour une autre équipe que les Steelers? Ah non, ils vont gagner leur division samedi en battant les Ravens. Mais non, que Russell Wilson continue de connaître du succès, ça serait mon souhait. Mais non, en tant que fan de la Ligue américaine, je dirais je nous souhaite plus d'overtime. Là. On avait à pelleter l'année passée, non moins cette année. Je sais que
la parité de l'an dernier, c'est pratiquement impossible de revoir ça, là, que toutes les équipes ont joué pour 500 à la fin de l'année, mais je veux plus d'overtime, puis de matchs serrés, puis de piquants. Des guerres de tranchées. Exact, là. On veut des 4-3 en overtime. Je ne suis pas un fan de 5-1. J'aime ça quand c'est serré. Good. All right. Donc, sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter là, aux partisans du bon hockey et puis des bons invités là, pour le podcast là, pour l'année 2025. Ouais. Après le temps des fêtes, on va se revoir. Dans le fond, c'est à peu près le 6 janvier, je pense, le mardi après le 31. Donc, 7 janvier. 7 janvier. Donc, on va se revoir le 7 janvier de notre côté. C'est là que le crunch là, avant les séries va commencer. On va juste voir les matchs, là, justement, faire. Ça va step up jusqu'à un point culminant. Puis, je pense que. Gars, rendu au mois de décembre, fin décembre, les gars ont repris leur game shape. Là. C'est ça. Le hockey excitant s'en vient. Puis, en parlant de soi vite, là, juste dire, là, dans les derniers mois, là, quand on parle du début de la saison, là, on a vu les Fortin, Boudria, Montmigny, Chabot, Deluca, Laval, Émile Poirier, le Hood de Lille, tout ça. Ce que je souhaite ici, là, Jérôme Leduc, à Jonquière, Mathieu Lemay, pour nommer là, que ceux-là. Mais je souhaite là, de continuer à avoir des grosses signatures là, dans la Ligue nord-américaine puis que ça continue de remonter parce que quand on compare de la fin de la saison dernière à aujourd'hui versus les années passées, je pense que l'afflux de talent qui est rentré dans la Ligue cette année, c'est quand même un des plus gros afflux de talent qu'on a eu là, depuis un méchant bout dans la Ligue nord-américaine. Puis c'est le fun à voir. Puis ça, c'est juste les gros noms. Il y a aussi des jeunes joueurs qui sont en train aussi de démontrer qu'ils sont solides, là, mais qu'on continue là, d'apporter des grosses pointures dans la Ligue, là, puis des bons joueurs. Là, ça aussi, ça serait le fun que ça continue parce que la Ligue est sur une méchante belle lancée en ce moment là, quand on regarde là, tout le talent qui est rentré dans la Ligue depuis le début de la dernière saison. Donc, aussi, peut-être vous dire là, que si vous n'avez pas complété vos cadeaux de Noël, il y a la boutique LNH là, sur boutiquelnh.com. On a la marque de vêtements là, de la LNH là, avec... on a la Ligue, là, mais chacune des équipes. Là, donc, sur boutique LNH, on a des hoodies, des T-shirts. On a c'est des casquettes aussi, je pense. Donc, on a des produits, là, 3 produits pour l'instant, mais on va en avoir d'autres là, après Noël. Mais pour l'instant, là, pour vos cadeaux de dernière minute, allez acheter votre hoodie de votre équipe sur boutique LNH. Je pense que j'avais fait une petite image au début de l'année. Ça. Ici, regardez, on a un peu sous les couleurs là, du bataillon là, à quoi ressemblent les chandails. Là, donc, allez sur boutiquelnh.com et on a également le moitié-moitié là, des fêtes là, qui va se terminer le 5 janvier. Donc, on est déjà à presque 2000 $ si je ne me trompe pas. Donc, si vous voulez aller là, c'est sur la page de la Ligue ou bien au code QR ici, là, sur la page de la Ligue, on l'a un peu partout dans une des sections du menu, également dans les bandes là, qui passent en haut du site web. Le site web pour se rendre, là, pour aller acheter vos billets. Donc, on va avoir un gros moitié-moitié, là, probablement. C'est aussi lors des matchs là, jusqu'au 5 janvier. Les matchs des équipes participantes continuent d'acheter des billets. Là, donc, on peut les acheter en ligne aussi, là, mais il y en a dans les arénas là, jusqu'au 5 janvier. Donc, sur ce, ça se termine là, pour notre dernier podcast de 2024. Est-ce qu'à la boutique, ils vendent des mains? Donc, des mains. Je ne sais pas, Denis. Il va falloir que tu ailles voir. Pour l'instant, il n'y a pas de main, là, mais on peut peut-être demander. On peut peut-être demander là, pour demande spéciale.
pour Denis. Donc, mesdames et messieurs, on va se souhaiter du bon hockey. Joyeuse fête. Buvez modérément, fêtez modérément, mais faites-vous du fun avec la famille, les amis, profitez-en. Et nous, on se revoit en 2025. Yes. Bonne année tout le monde. Soirée. Bonne soirée, bonne année, joyeux Noël. Et faites attention à vous, retour à la maison et au retour à la maison lors de vos festivités. Au revoir.